pour donner la parole à Niels Weber, qu'on est très heureux d'accueillir parmi nous pour ce colloque Les langages du jeu vidéo. Donc Niels Weber est psychologue et psychothérapeute FSP, thérapeute systémicien. Après un parcours en thérapie familiale, traitement des addictions et prévention du jeu excessif, Niels Weber se spécialise en hyperconnectivité. Il collabore aussi régulièrement avec le psychiatre et psychanalyste français Serge Tisseron, et on l'entend aussi d'ailleurs très régulièrement à la radio suisse. Et donc la présentation qu'il va nous faire aujourd'hui s'appelle « De l'importance sociale de s'entretenir de jeux vidéo. Raconte-moi Tintin au Tibet ou Fortnite, tout un programme ». Merci. Merci. Bonjour. Donc, comme ça a été dit, je suis psychothérapeute et forcément, quand on est psychothérapeute, le langage, c'est un outil qu'on utilise souvent, même beaucoup. Et ce que j'ai envie de discuter avec vous ce matin, c'est de voir en fait pourquoi est-ce que c'est important qu'on réfléchisse sur la manière dont on parle de jeux vidéo et comment on peut aussi amener notamment les plus jeunes joueurs à apprendre à parler de jeux vidéo. Et on verra comment, non seulement ça va être utile d'un point de vue social au niveau du fonctionnement notamment des familles, mais que ça peut aussi être utile à un niveau thérapeutique, puisque le fait de parler de jeux vidéo va nous permettre non seulement de prendre de la distance par rapport au jeu lui-même, mais aussi de pouvoir se rendre compte quand une pratique devient problématique. Parmi les différents mandats que j'ai, je travaille actuellement en collaboration avec la ville de Lausanne qui a mis en place un fonds pour aider des familles qui ont des difficultés à gérer les écrans. Alors les écrans de manière générale, ça peut être les jeux vidéo, mais ça peut aussi être les réseaux sociaux, Netflix et compagnie, YouTube, etc. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est la première fois, à ma connaissance en tout cas, qu'en Suisse, il y a une institution politique, à savoir la ville de Lausanne, qui se préoccupe de ces questions-là. C'est-à-dire que la ville a mis en place ce fonds, donc les familles peuvent venir consulter chez nous, et c'est la ville qui prend en charge les 5 à 10 premières consultations. Donc c'est quelque chose qui est assez innovant, quelque part malheureusement, mais en tout cas on voit que c'est un sujet qui est très préoccupant puisqu'on a énormément de demandes de la part de familles qui sont larguées avec les questions d'écran et particulièrement de jeux vidéo. On a mis les écrans de manière large, mais je peux vous dire que les demandes, la majorité des demandes qui arrivent chez nous sont liées plutôt aux jeux vidéo. Forcément, après, quand on creuse, puis on commence aussi à questionner les réseaux sociaux, on se dit « Ah oui, tiens, aussi, ça prend de la place », mais c'est toujours le jeu vidéo qui inquiète en premier lieu. Alors ce matin, moi je ne suis pas là pour vous parler d'addiction. Non seulement parce que vous comprendrez assez vite que je ne suis pas un défenseur du principe de l'addiction. Par contre, l'usage excessif des écrans est clairement quelque chose sur lequel il faut qu'on se concentre. Mais aussi parce que c'est assez flou comme sujet et qu'on n'a pas besoin d'entrer dans les détails aujourd'hui pour savoir est-ce que oui ou non c'est une addiction. Comme vous le verrez tout à l'heure, l'idée c'est de voir qu'en fait, indépendamment de cette question d'addiction ou pas, c'est important qu'on puisse parler ouvertement de jeux vidéo. Ce que j'observe, c'est que dans les thérapies que je mène avec les familles ou à travers les interventions que je mène dans les écoles, tout le monde joue. Pratiquement tout le monde joue. Même les parents disent « oui, moi j'ai encore sur mon smartphone 2-3 jeux qui traînent », mais que dans aucun de ces contextes, ni familiaux ni scolaires, il y a d'espace dans lesquels on peut vraiment parler de jeux vidéo. Quand je demande, par exemple dans les écoles, je dis « alors qui est-ce qui joue ?» Tout le monde lève la main. Quand je demande ensuite qui est-ce qui parle de jeux vidéo à la maison, il reste 2-3 mains qui se lèvent et généralement c'est avec des parents qui ont l'habitude de jouer, qui sont eux-mêmes des joueurs. Mais la réponse la plus courante c'est mes parents n'ont pas le temps, ça ne les intéresse pas, ils ne comprennent rien. Ce qui sont à mon avis 3 raisons tout à fait entendables sur le fait d'avoir des difficultés à parler de jeux vidéo. Mais aujourd'hui on va voir comment c'est important qu'on essaie de casser cette façon de fonctionner. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire. Quand moi j'étais petit, le Commodore 64 avait une large place. Dans la vision de mes parents du jeu vidéo, c'était le Commodore 64, c'est un truc qu'on a récupéré de mon père qui nous a légué à mon frère et moi en nous disant « si vous voulez faire du jeu vidéo, c'est là-dessus que ça se passe, ces maudites consoles, c'est hors de question que ça arrive chez nous ». Donc, on n'a jamais réussi à avoir la NES parce que notre père nous disait, au moins, avec le Commodore, vous apprenez des trucs. Nous, on croyait qu'il fallait taper des codes secrets pour lancer les jeux. En fait, c'était les lignes de commande. Et on nous disait, la console, c'est trop facile. Vous n'avez qu'à mettre la console dedans, qu'à mettre le jeu dedans. Et le jeu se lance tout seul, c'est trop facile. Non, au moins, le Commodore 64, c'est un peu noble.
Alors ok, donc du coup, nous, on a découvert le jeu vidéo à travers le Commodore 64, ce que je regrette pas du tout aujourd'hui. Surtout que j'avais un voisin qui avait la NES, donc j'allais jouer chez lui, c'était très bien aussi. Donc ça, c'est le décor de base. Et puis, soudain, le 3 octobre 1992, un article paraît dans l'Express, donc le journal neuchâtelois, un article écrit par Pascal Tissier, qui à l'époque s'occupait de la chronique jeux vidéo. Donc à l'époque, on parlait régulièrement de jeux vidéo dans l'Express. Et il revient sur un reportage à charge de la RTS, à l'époque qui s'appelait la TSR, donc la télévision suisse romande, dans ce reportage, les journalistes s'étaient inquiétés du potentiel, du pouvoir addictif des jeux vidéo et qu'il y avait une prise de position, disant attention, les jeux vidéo rendent addicts. Et Pascal Tissier, dans cet article, en fait, il défend un peu le jeu vidéo, il démonte le reportage, exactement comme Yannick l'avait fait il y a quelques années avec le reportage de Temps Présent. Mais ici, il y a une prise de position en disant, mais en fait, ce reportage de la RTS, il est pas juste, il ne se concentre pas sur les jeux. Donc, gros article, vous voyez qu'il y a une pleine page sur le sujet. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est ce qui se trouve en dessous de l'article. Attention, boum, le 3 octobre 1992, je gagne la Super Nintendo dans un concours organisé par l'Express. Et là, je vous dis, ma vie a changé. Le Commodore 64, il est parti au placard. Et puis, la Super Nintendo s'est ouverte à nous. Donc là, mes parents sont bien embêtés. Eux qui disaient la console, c'est pas assez noble, ben maintenant on a une Super Nintendo à la maison. Donc, ça entre à la maison, mais ça entre avec des consignes. On nous dit, ok, vous avez gagné cette bataille, vous n'avez pas gagné la guerre, puisqu'il y aura 2 consignes à suivre. Premièrement, avant que chaque fois que vous voulez acheter un nouveau jeu, il faut finir le jeu d'avant. Donc, tant que vous n'avez pas fini le jeu, on n'achète pas le jeu suivant. Et puis, surtout, on nous a dit, avec mon frère, vous devez défendre, un peu comme un avocat qui plaide, vous devez plaider pour un nouveau jeu. C'est-à-dire que si vous voulez un jeu, vous devez nous convaincre, c'est-à-dire mes parents, vous devez nous convaincre que ce jeu est bon par rapport à un autre. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ? Donc petit à petit, avec mon frère, on a développé des stratégies pour expliquer pourquoi tel jeu était meilleur qu'un autre. Et nos arguments, à l'époque, on allait les chercher soit dans le magazine Joystick, alors ça ne parlait pas tellement de Super Nintendo, mais par contre, on avait l'émission Micro Kids qui nous donnait un peu des arguments. Et puis, après, bien évidemment, on voyait des pubs aussi à la télévision. Donc, on développait des arguments pour justifier pourquoi est-ce qu'on devait acheter un jeu. Donc, on a quelque part développé une forme de langage du jeu vidéo pour parler de jeux vidéo, pour ensuite aller exprimer ça à nos parents. Mon père comprenait un petit peu le jeu vidéo, ma mère, rien du tout. Donc, du coup, on devait pouvoir les convaincre du choix des jeux. Il en suit que... là, j'ai retrouvé une photo dans laquelle on avait pris en photo les différents jeux qu'on avait achetés à l'époque. Et puis, vous voyez qui trône au milieu de tout ça, forcément, le fameux Tintin au Tibet. Celui-là, on n'a pas eu besoin de le justifier beaucoup. Parce que, comme je suis sûr beaucoup d'entre vous, à l'époque, Tintin s'était identifié comme quelque chose de sécurisé. C'est bon, Tintin, on connaît, c'est la bande dessinée. C'est facile, donc pas de problème, celui-là, on peut l'acheter. Vous voyez que le jeu a été aussi acheté à la boutique Octopus, qui était la boutique dans laquelle j'avais gagné la Super Nintendo. Donc mes parents n'ont visiblement pas été trop inquiétés par le regard un peu bizarre du type qui m'a filé la console à l'époque. Mais en tout cas, on s'est retrouvé avec Tintin au Tibet parmi notre collection. Et puis là, c'est des larmes de sang, puisque ce jeu est horrible, puisque ce jeu est impossible à terminer, il est hyper dur. Et à l'époque, c'était un drame pour nous, parce qu'on était bloqués dans ce jeu, on n'arrivait pas à avancer, et je vous rappelle, la consigne, c'est tant que vous n'avez pas fini un jeu, on n'achète pas le suivant. Donc, on galère, on pleure, au bout d'un moment... Nos parents nous disent, non, tu réessayes. Si ça ne marche pas, tu réessayes encore. Tu te calmes un petit peu, puis après, tu réessayes. Et au fur et à mesure, on a réussi à avancer dans le jeu et j'ai jamais réussi à le terminer, mais finalement, grâce à la magie de Noël, on a réussi à convaincre nos grands-parents de nous offrir un autre jeu et on est passé à autre chose. Mais ce jeu est resté une frustration pour moi puisque je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à finir ce jeu ? Il y a vraiment un problème. Il y a quelque chose qui joue pas, je suis pas un bon joueur, alors je suis pas un super bon joueur non plus, mais je suis resté en tout cas sur ma faim avec ce jeu-là. Des années plus tard, j'apprends, grâce à une vidéo du joueur du grenier, que en fait, ce jeu est complètement pété, qu'il est impossible à terminer et que le game design est une catastrophe. Et là, tout d'un coup, je fais la paix avec mon moi du passé. Je dis, c'est bon, tu n'es pas si mauvais joueur. En fait, des milliers d'autres joueurs ont galéré sur ce jeu, donc c'est normal que tu n'aies pas réussi à le terminer. L'idée, là derrière, si je vous raconte cette histoire, c'est parce que
c'est pas pour dire regardez, c'était mieux avant, comme on faisait aujourd'hui, les enfants ne parlent plus de jeux vidéo. C'est pas tout à fait ça, parce que à l'époque aussi, c'était assez rare qu'on parle vraiment de jeux vidéo. Mais l'idée, c'est de se rendre compte qu'en fait, on peut se servir du jeu vidéo pour apprendre la frustration. Et ça, c'est un concept qui est hyper important aujourd'hui, puisque la plupart des parents avec lesquels je travaille ont beaucoup de mal à frustrer leurs enfants. Ils n'ont pas envie de prendre un rôle méchant, entre guillemets. Ils n'ont pas envie de se positionner comme celui qui empêche de jouer. Et donc, du coup, évitent de frustrer leurs enfants. Donc, cette non-frustration, elle passe notamment par l'ouverture au jeu, qui est assez illimitée. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les échecs qu'on a eus à répétition sur Tintin au Tibet nous ont permis aussi, justement, de prendre conscience, petit à petit, de ce qui se passe quand on joue, quand on perd, quand on est face à un échec. Donc c'est aussi la satisfaction du dépassement de soi, où ce qui est à mon avis un élément essentiel dans la pratique du jeu vidéo, c'est le moment où on réessaye, et enfin on arrive à dépasser quelque chose sur lequel on butait. Et j'y pense comme ça maintenant, mais c'est exactement le même genre de sensation que j'ai eu personnellement en jouant à Ori and the Blind Forest il y a quelques années, où il y a un niveau dans lequel vous devez grimper dans un arbre avec de l'eau qui monte, qui a marqué plusieurs personnes, et je me souviens m'être levé en criant dans mon salon le jour où j'ai réussi à passer ce niveau. Donc du coup, ce principe de dépassement de soi, c'est quelque chose qu'on peut apprendre avec le jeu vidéo. Et ma constatation aujourd'hui, c'est que cette idée de comment nous, on peut utiliser le jeu vidéo pour apprendre ce sentiment de frustration aux enfants, à le dépasser, ce qui est hyper important, eh ben, on le perd un petit peu aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je disais, est-ce qu'il n'y aurait pas une utilité sociale d'entre guillemets un mauvais game design? Est-ce que le fait qu'on ait des fois des jeux qui sont un peu buggés, voire même beaucoup avec Tintin au Tibet, est-ce que justement c'est pas une manière aussi d'accompagner les enfants dans l'apprentissage de cette frustration? Et à ce moment-là, le jeu vidéo devient un outil d'apprentissage social. Cette idée-là, pour moi, elle se perd puisque de plus en plus, notamment chez les jeux Nintendo, on a une volonté de ne absolument pas frustrer les joueurs, et notamment les jeunes joueurs. Je prends l'exemple ici de Star Fox Zero, qui était sorti en 2016 sur Wii U, où Miyamoto avait déclaré dans une interview à jeuxvideo.com nous avons des modes de jeu supplémentaires pour les personnes qui aiment le jeu, mais qui trouvent difficile de passer certains niveaux. Alors, par exemple, il y aura un moyen pour eux d'obtenir un Arwing invincible, donc le vaisseau invincible, et donc de continuer à voir les niveaux. Donc là, on est dans une approche, on se dit, il ne faut surtout pas que le joueur il se frustre, il ne faut surtout pas qu'il perde patience, sinon, en gros, on va perdre le joueur, et donc c'est un client en moins, si je réduis un petit peu la pensée. Et ça, ce processus-là, on va le retrouver de plus en plus dans les jeux Nintendo actuels. Un des derniers exemples en liste, c'est le fameux Luigi Mode dans Mario Maker 2, qui, quand vous êtes face à une difficulté, vous appuyez simplement un bouton, il y a Luigi qui arrive, il résout le problème, il passe le passage difficile à votre place, et puis ensuite, il disparaît. Donc, de plus en plus, on rend les jeux plus accessibles. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un gros débat aussi actuellement sur est-ce qu'il faut ou pas un mode facile dans les jeux, est-ce que les Dark Souls ont besoin d'un mode facile ou pas. Sans aller jusque-là, je me dis, il y a quelque chose au niveau de comment on accompagne les enfants dans la découverte des jeux vidéo qui passe uniquement par est-ce qu'on le rend le jeu accessible, mais qui ne passe pas du tout par la case langage, c'est-à-dire qui ne passe pas du tout par comment on discute de ces émotions-là, comment on discute de la frustration qui émerge d'un échec dans le jeu. Et ça, on va le voir aussi dans l'idée actuelle d'une récompense massive. Pour moi, l'exemple de Mario Odyssey, il est très parlant, puisque non seulement dans Mario Odyssey, vous avez un mode assisté qui permet de ne pas tomber dans les trous et d'aller tout droit, et puis c'est Mario qui fait à peu près la moitié du boulot, mais en plus de ça, il y a une avalanche de lunes tout le temps, vous êtes récompensé toutes les 2 secondes, chaque fois que vous faites une action, boum, il y a une lune, vous passez derrière un tronc d'arbre, il y a une lune tout le temps. Donc il y a de la récompense tout le temps, mais le mode assisté permet de ne surtout pas frustrer. Donc on évite de frustrer les enfants. Et ça, c'est une première observation pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas au niveau de comment on apprend aux enfants à jouer et comment surtout on parle de ce qui se passe dans le jeu. Ensuite, dans le titre, j'ai parlé de Tintin au Tibet, et maintenant je vais glisser vers Fortnite. C'est un écart qui est un grand écart assez souple à faire à 9h le matin. Mais dans Fortnite, ce que j'observe, donc tous les parents qui débarquent dans mon bureau tous les jours, ces parents-là, tous ces parents savent que Fortnite est un jeu où on se tire dessus. Ça, tous les parents le savent. Mais aucun des parents avec lesquels je travaille ne sait qu'une partie de Fortnite dure 20 minutes.
Donc, on est dans une approche où il n'y a pas du tout de discussion à propos de Fortnite. La seule observation, c'est un jeu violent, on se tire dessus. Donc, on est en fait face à une vision très réductrice du jeu vidéo où l'ensemble de ce qu'il y a sur l'image se réduit à ce que les parents reconnaissent, c'est-à-dire on se tire dessus. C'est violent, on se tire dessus. Donc, ça c'est un argument que j'amène régulièrement, mais que je ne lâche pas, c'est que les parents et les enfants, à ce moment-là, ou plutôt les parents et les joueurs, sont sur deux niveaux de communication complètement différents. D'un côté, on a des parents ou des spectateurs qui sont focalisés sur quelque chose qu'ils connaissent, c'est-à-dire la violence du jeu, et de l'autre côté, on a les joueurs qui, eux, sont focalisés sur le gameplay. Donc, les deux ont raison, puisqu'effectivement, le gameplay est présent dans Fortnite, mais que la violence l'est aussi. Mais les deux ont raison, mais ne parlent pas de la même chose. Donc, c'est un double travail à faire. Il faut qu'on puisse créer des espaces narratifs dans lesquels on va pouvoir raconter ce qui se passe dans un jeu, mais où on va aussi pouvoir raconter ce qu'on vit face au jeu. Justement, cette frustration de perdre, par exemple. Et ce double travail, il se fait d'un côté avec les parents pour les encourager à aller découvrir ce qui se passe dans le jeu. De ce côté-là, on va dire rien de nouveau, ça fait des années qu'on en parle. Mais ce qu'on doit pouvoir ajouter à ce travail, c'est aussi travailler avec les ados ou les enfants pour les habituer à les raconter le jeu, à les raconter à leurs parents et à le faire d'une manière qui soit compréhensible pour ces parents-là. Justement, d'éviter de partir dans du jargon trop spécifique, mais d'aller ouvrir la discussion sur en fait, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, pourquoi ça m'intéresse, pourquoi est-ce que ça me frustre de ne pas avoir réussi à finir top 1, par exemple, dans Fortnite. Donc ça s'approche de ce qu'on peut considérer comme étant une approche narrative. L'approche narrative en thérapie, c'est le fait d'amener les gens à raconter, à mettre en scène, à scénariser quelque chose qui leur est arrivé, notamment en matière de choc traumatique, ou quelqu'un qui vit un accident de voiture, par exemple, on va l'encourager à remettre en scène cet accident, alors pas à le recréer, mais à le scénariser autrement. Ça peut être au travers d'un texte à écrire, d'un poème, d'une chanson, simplement de le raconter, comme si c'était d'imaginer un film dans sa tête, etc. Et cette approche narrative va permettre aux gens de sortir du traumatisme, du choc, pour aller en fait prendre de la distance. Et c'est ça qu'on doit pouvoir faire aujourd'hui aussi dans ces situations-là, notamment dans les situations de jeu excessif, puisque le fait de prendre du recul par rapport à la pratique permet aussi de se rendre compte quand une pratique devient excessive. Donc cette approche narrative, elle est extrêmement intéressante. Et c'est quelque chose qui n'est pas tellement encore appliqué aux situations liées aux jeux vidéo. Donc c'est, à mon avis, quelque chose qu'on va pouvoir développer. Là où on en est actuellement, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette perspective-là, puisqu'on en arrive à des aberrations, comme vous avez certainement pu en voir passer dernièrement, comme ici au Canada, où des parents portent plainte contre Epic Games en disant que le jeu rend leurs enfants dépendants ou accros. Et puis, moi, ce qui m'a frappé dans cet article qui est publié sur lapresse.ca, c'est plusieurs interventions des parents, dans un des parents qui dit « Il n'y a pas assez d'avertissement pour que les enfants et les parents comprennent le côté addictif du jeu. C'est pas expliqué, ça commence de façon innocente et puis ils ne font que jouer à ça. C'est pas un Nintendo, c'est 10 fois pire. » Et moi, je trouve cette phrase extrêmement intéressante parce que, premièrement, j'ai l'impression qu'ici, le mot Nintendo est utilisé de manière générale, comme certains parents qui disent la PlayStation pour parler de toutes les consoles qui existent. Mais en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de se rendre compte qu'ici, Nintendo est associé à sécurité. Nintendo est associé à si mes enfants jouent à un jeu Nintendo, c'est pas grave, entre guillemets, c'est pas dangereux parfois. Par contre, Fortnite, c'est 10 fois pire. Donc, on voit que dans la manière dont on parle de jeux vidéo, dans le langage qu'on utilise pour parler du jeu, ici, Nintendo est associé à sécurité. Et du coup, on n'a pas besoin de raconter Nintendo. On n'a pas besoin de prendre du temps pour analyser Nintendo, puisque c'est quelque chose de sécurisé. Exactement comme l'était Tintin au Tibet à l'époque, on connaît, on n'a pas besoin de questionner. Sauf que, si on est un peu réaliste, Nintendo, c'est aussi Mario Kart Tour, qui n'est pas du tout dans le même registre que les autres jeux Nintendo. L'idée que Nintendo soit quelque chose de sécurisé, c'est pas quelque chose qui me dérange. De manière générale, je suis plutôt assez d'accord. C'est toujours une bonne manière d'entrer dans la catégorie jeux vidéo. Mais quand on a affaire à ce genre de jeux-là, qui sont où on affiche notamment avec la norme PEGI que le jeu est 3 ans et que dans les questions fréquentes du jeu, on voit à quelle tranche d'âge Mario Kart Tour est-il destiné et que c'est écrit « tout le monde peut jouer à Mario Kart Tour », pour moi, ça me pose un problème. Parce que
si les parents que je rencontre ne savent pas quel jeu ils doivent choisir pour leurs enfants, qu'ils lancent n'importe quel site de téléchargement mobile, ils vont voir la tête de Mario, ils vont se dire « Ah mais oui, Mario Kart on connaît, c'est comme à la maison, pas de problème, je vous rappelle, Nintendo c'est sécurisé, donc du coup, je peux le mettre pour mes enfants. » Et on se retrouve avec des enfants qui sont face à un jeu où non seulement les mécaniques de gameplay sont extrêmement simplifiées, donc on n'est plus du tout, comme je disais tout à l'heure aussi, dans cette idée de frustrer. C'est devenu hyper facile de jouer à Mario Kart, mais en plus de ça, il y a des microtransactions à tort l'arigot. Donc là, de nouveau, l'importance de discuter de jeux est importante. Et puis ensuite, le travail que je vais faire avec ça, justement, c'est de voir comment est-ce que on peut travailler sur la transmission intergénérationnelle, de voir comment est-ce que les parents peuvent transmettre des valeurs à travers la pratique du jeu, en discutant justement, par exemple comme la gestion de la frustration. Et de l'autre côté, comment est-ce que les enfants peuvent transmettre des informations en tant qu'experts du jeu, en disant, voilà, les informations dont vous avez besoin, typiquement, une partie de Fortnite dure 20 minutes, les enfants seront mieux positionnés pour le savoir que les parents. Donc, en utilisant le jeu, mais surtout ce qui se passe autour de l'écran, la manière dont on parle du jeu, on va pouvoir entretenir cette transmission intergénérationnelle. Et actuellement, le gros problème, c'est qu'on est encore et toujours dans une opposition entre livre et écran. C'est-à-dire qu'encore hier, la RTS a fait ou avant-hier plutôt, la RTS a fait un reportage sur le danger des écrans. Et il y a une psychothérapeute qui est là et qui explique comment le livre permet de créer du lien et l'écran isole. Et ce qui, à mon avis, est une erreur complète, puisqu'on peut se servir d'un écran exactement de la même manière qu'un livre pour interagir entre parents et enfants. On peut créer du lien, justement, en amenant un langage du jeu, en amenant la discussion autour du jeu pour créer du lien. On peut amener les parents à jouer avec leurs enfants. Ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut forcément coller ses enfants devant des écrans, mais plutôt de se dire que ce qui est positif dans un livre peut aussi l'être avec un jeu vidéo, pour autant qu'on prenne le temps d'en discuter et de poser un cadre. Et alors, pour en arriver à la fin, pour moi, les défis futurs sont les suivants. Déjà, considérer que les patients en situation d'excès n'ont pas un profil correspondant à l'addiction. Pour moi, la question de l'addiction, comme je vous ai dit, ce n'est pas la meilleure manière d'aborder ces situations-là. On est plutôt dans un profil de personnes en recherche de valorisation et que du coup, ça ne correspond pas au profil d'addiction. Donc, si on veut traiter ces questions-là, il faut pouvoir aborder une autre façon de voir les choses. Ne pas considérer un seul ensemble des jeux vidéo. Puisqu'on peut dire à quelqu'un qu'il est addict aux jeux vidéo, ça ne veut un peu rien dire vu qu'il y a tellement de jeux différents. Qu'on doit pouvoir établir des anamnèses numériques, c'est-à-dire de pouvoir questionner les personnes sur leurs pratiques numériques, pas seulement quand il s'agit d'excès, mais de manière générale sur qu'est-ce qu'on fait sur nos écrans, et identifier les mécaniques de jeu par profil de joueur. Ça, pour moi, c'est ce dernier point qui est très important, puisque, en fait, je vais juste passer tout droit. J'ai perdu ma slide, où est-elle ? Ok, bon, c'est pas grave, je vais faire sans. Pour moi, ce qui est important, c'est de se dire que quand on est face à un jeu, si on a quelqu'un qui investit de manière excessive Rocket League, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui investit de manière excessive Red Dead Redemption 2, par exemple. Les mécaniques sont complètement différentes et aujourd'hui, pour pouvoir être cohérent dans l'accompagnement de ces situations problématiques, on doit pouvoir être extrêmement cohérent sur quelles sont les mécaniques de jeu que les gens recherchent. Donc l'analyse des mécaniques de jeu doit passer par l'explication de pourquoi ce jeu m'intéresse plutôt qu'un autre, pour nous permettre, nous en tout cas en tant que thérapeute, d'aller comprendre ce que la personne recherche vraiment. Et du coup, si le sujet vous intéresse de voir comment est-ce que la question identitaire s'accroche à certaines mécaniques de jeu, justement, je vous recommande, il y a un superbe dossier dans le prochain numéro de Canard PC, qui est déjà disponible sur Internet, dans lequel on voit comment est-ce que cette composante identitaire peut aller jusqu'à être liée à l'élection de Donald Trump. Là aussi, on se dirait, tiens, grand écart, mais en fait, c'est beaucoup plus pertinent que ce que ça en a l'air. Donc, je vous recommande la lecture de ce dossier. Et je vous résume juste ce que j'ai dit en 3 points. Si on peut raconter un jeu, ça nous permet de créer du lien. Si on peut raconter un jeu, ça permet d'obtenir une forme de reconnaissance. Donc, si je peux raconter pourquoi je suis bon dans un jeu, j'ai moins besoin d'investir le jeu. Et si je peux raconter un jeu, je peux aussi mieux cerner ce que mes patients sont en train de chercher. Donc, d'identifier ces mécaniques de jeu va me permettre de mieux cerner pourquoi est-ce qu'ils investissent ce jeu de manière excessive. Et j'ai un peu débordé, désolé. Merci beaucoup, Nils.
tu restes avec nous. On a le temps pour, effectivement, on a un tout petit peu débordé si on veut réussir à tenir un petit peu le timing suisse. Est-ce qu'on a dans la salle des questions? Je vois tout au fond Guillaume, donc je vais courir vers lui. J'occupe le micro jusqu'à ce que j'y arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai une question. Est-ce qu'il faut, d'après ce que tu as montré, former les enfants à la narrativisation de leur expérience de jeu ou former les parents à l'écoute de ces récits? Ou alors est-ce que c'est un travail que tu mènes conjointement? Oui, c'est les deux, justement. C'est ce double travail de voir comment est-ce on peut amener, il faut pouvoir raconter ce qu'on vit dans le jeu pour pouvoir justement prendre cette distance-là. Mais pour ça, il faut avoir une oreille attentive de l'autre côté. Et régulièrement, ce qui se passe dans les consultations familiales que je mène, c'est que quand je questionne les ados ou les enfants, au bout d'un moment, ils s'arrêtent dans ce qu'ils me racontent, puis ils me regardent bizarrement en disant « Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est pas normal. Normalement, ça se fait pas de parler de jeux vidéo avec des adultes. » Donc c'est vraiment, il faut pouvoir créer des espaces dans lesquels on se sente libre d'en parler, puis pas ces enfants-là le vivent comme un espèce de tabou. Sinon, justement, on se dirige vers une pratique qui a tendance pas à isoler, mais à renfermer, à couper les ponts, notamment familiaux. Merci beaucoup. On a encore le temps peut-être pour une question. Je vois Célim. Merci beaucoup, Niels. Pour poursuivre là-dessus, tu le fais je me demande en fait avec quels outils tu le fais. C'est-à-dire, est-ce que tu as des outils spécifiques pour amener à la fois les enfants à raconter et les parents à écouter? Est-ce que c'est des... Oui, alors en fait ça passe par, ça peut sembler tout bête, mais c'est fixer des règles de quand est-ce qu'on se retrouve pour parler de jeu. C'est-à-dire, moi je commence par faire jouer les gens dans mon bureau. Je dis, bon, tu joues à Fortnite, les ados disent, de toute façon vous y connaissez rien. Je dis, ah ben si, un petit peu. Du coup, je lance le jeu et puis ils vont montrer ce qu'ils font dans le jeu. Et là, ensuite, on prend un moment pour débriefer ce qui s'est passé. Je demande aux parents, vous avez observé quoi? Puis après, je demande aux enfants, mais en fait, tu veux raconter quoi? Ça peut être Fortnite, mais ça peut être n'importe quel jeu. Donc je me sers du jeu auquel ils jouent d'habitude, entre guillemets le jeu qui pose problème. Et puis à partir de ça, on fait l'expérience ensemble. Puis les parents généralement disent oui mais là ça va, vous êtes là, on peut en parler. Puis du coup c'est comment en fait on coach les parents pour préparer ce genre de moment où on se pose et on va parler du jeu, mais pas sur le ton de la dispute où le jeu devient synonyme de dispute et de brouille, mais plutôt dire comment est-ce qu'on va parler vraiment au niveau émotionnel de ce qui se passe dans le jeu. Et puis après, ça, bien sûr, ça passe par la pose de limites et de cadres, mais il faut pouvoir organiser ça. Donc, des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais dire, sortez vos agendas, samedi, à telle heure, vous vous retrouvez et vous fixez rendez-vous pour en discuter. En fait, en gros, je les amène à rejouer la séance de thérapie chez eux. C'est-à-dire, parce que quand ils me disent, mais chez vous, on a pris rendez-vous, donc nos enfants, ils viennent, on s'est engagé à venir, mais chez nous, c'est impossible. Je dis, alors, vous faites la même chose, prenez rendez-vous chez vous pour le faire. Puis tout le monde rigole, mais après, en fait, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. C'est forcer un peu la main, mais en fait, de les amener à se rendre compte qu'ils peuvent en parler et que ça n'a pas besoin de déboucher forcément sur des brouilles. On t'a mangé un petit peu de temps avec nos histoires de bière, donc on va prendre encore une question. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. J'avais une question par rapport à l'utilisation de la discussion autour du jeu vidéo. Est-ce que ça arrive que dans ta pratique, tu identifies par exemple des liens problématiques entre parents et enfants par le biais de la discussion sur le jeu vidéo? Donc par exemple découvrir qu'il y a un problème relationnel ou quelque chose qui relève plus de l'extra vidéoludique, mais par le biais du vidéoludique. Ouais, alors exactement, même je peux dire à 100%. En fait, le jeu vidéo, c'est jamais le problème. Dans toutes les situations, le jeu vidéo, c'est le moyen d'exprimer ce problème-là. Et que du coup, quand on commence à faire émerger ça, on arrive ensuite à bah tiens, on a vu ça, puis là, justement, on voit effectivement soit des problèmes relationnels, soit des problèmes d'estime de soi, de valorisation qui sont manquants, et que, du coup, on peut compléter. Donc du coup, j'ai un exemple tout bête, mais une fois un enfant jouait à Minecraft et puis ses parents lui ont dit de toute façon, nous on en a marre, on a envie de tout balancer par la fenêtre. J'ai demandé au gamin, vas-y on lance Minecraft, montre-nous ce que tu sais faire. En 2 minutes, il a construit un truc complètement hallucinant. Et au bout d'1 minute 30, j'ai vu son père qui faisait ça, qui faisait... Puis à la fin, le gamin il avait le sourire juste derrière les oreilles. Et puis j'ai demandé au père, alors qu'est-ce que vous avez vu? Puis il me dit, ah c'est quand même super violent. Hein. Et je me dis, mais
il n'y avait pas possibilité de discuter du jeu, et en fait on voyait justement il y avait une impossibilité entre le père et son fils de partager un truc social, émotionnel, et que du coup c'était mis à distance à travers le jeu. C'est violent, donc du coup on met de la distance. Alors là c'est un exemple assez fort, mais c'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'en discutant du jeu, en amenant ce langage du jeu, on se rend compte qu'en fait le problème il est ailleurs. Est-ce que ça répond à la question? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Niels, pour cette présentation. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Merci.